Contraint de vivre en terre étrangère et de taire sa langue natale, l'exilé est en quelque sorte déchu de sa propre histoire et porte en lui-même sa prison. L'exilé souffre d'un mal invisible, un mal qu'il est le seul à ressentir. Le plus ancien personnage de la littérature disait déjà le drame de l'exilé. À quoi bon une riche demeure parmi des étrangers et loin de ses parents, fait dire Homère à Ulysse. Plus tard, Ovide, exilé politique, puisque citoyen romain déplacé pour ses écrits sur les bords de la mer Noire, a cherché à faire de son écriture un remède. Mais à ce mal, il n'y a pas de remède. L'exilé partout est seul. On porte en soi l'exil. L'exil, dira même le poète turc Nazım Hikmet, est pire que la mort. L'exilé ne se sent jamais complètement le bienvenu. Le jour s'éveille et ce n'est pas le tien. Pour le poète chilien Pablo Neruda. L'exil nous prive de nos racines. Chacun sait qu'un arbre déraciné ne peut vivre. On est moins attentif à ce que vit un être humain déraciné. On ne peut pas vivre uniquement de ses souvenirs. On a besoin de chemins de terre. On a besoin de terre. Il n'est pas vrai qu'on transporte sa terre natale à la semelle de ses souliers. Tout début 2001, un Allemand, M. Georges Rödner, est venu voir mon prédécesseur à la mairie, en l'occurrence M. Pierre Beck, et a sollicité un terrain pour y installer un monument métallique en hommage à Lisa Fitko. Le terrain lui a été attribué et ce monsieur a installé ce monument en payant de ses deniers. Ce geste généreux et symbolique a réveillé nos consciences. On a pris le livre de Lisa Fitko que nous n'avions pas lu. On a lu ce livre. Il y parle de M. Vincent Azéma, le maire de l'époque, qui leur a donné des conseils pratiques judicieux. Il y parle du puits d'Elmas qu'ils ont traversé, de la source du Bana, des éboulis, du col de Rumpissa, autant de points qui jalonnent ce sentier Walter Benjamin. Mais pendant la guerre d'Espagne, des républicains espagnols qui étaient en France et qui allaient apporter des messages à ceux qui se battaient là-bas. Donc c'est un lieu de passage. Ce chemin symbolise la notion de passage. D'ailleurs, le monument à Portbou s'intitule Passage. Et puis une confidence. Certains dimanches matin, pour le retrouver, je l'effectuais tout seul. Et à ces moments-là, eh bien, l'émotion vous gagne. Et elle continue, cette émotion, chaque fois que je le pratique. Peut-être ça vient du fait qu'en vieillissant, on devient plus sensible, mais il faut qu'on se souvienne de ces pionniers, de ces héros, de ceux qui ont payé de leur vie cette envie de liberté. À l'origine, ce chemin s'appelait le chemin Lister.
du nom d'un général espagnol qui avait conduit sa compagnie à travers cette montagne quelques mois auparavant. Ensuite, ce fut le chemin F, du nom de Fitko, Lisa Fitko. Lisa Fitko était une résistante allemande au nazisme. Elle fut, avec son mari Hans, l'âme d'un réseau clandestin organisant depuis Bagnoul-sur-Mer, entre septembre 40 et avril 41, l'échappée en Espagne des persécutés par ce chemin que Walter Benjamin fut le premier à emprunter à ses côtés. Elle nous rappelle que les frontières sont faites pour être traversées et les exilés pour être accueillis. Walter Benjamin est né en 1892 à Berlin d'une famille de la haute bourgeoisie juive bien intégrée. Philosophie, littérature, théâtre, histoire, poésie, critique d'art, homme de radio, il construit très vite une œuvre singulière qui, bien qu'éclectique et inclassable, paraît aujourd'hui essentielle, tant elle embrasse un champ intellectuel immense, transversal, qui admet et travaille la complexité des choses. Son talent de visionnaire annonce pourtant la catastrophe naissante et aussi la marque de son destin, l'échec. Je pense qu'on peut commencer par évoquer, je dirais, le petit maladroit, comme l'appelait sa mère, Walter Benjamin. Donc la malchance est quand même un élément extrêmement important chez Benjamin, qui est d'ailleurs identifié au Petit Bossu. Le Petit Bossu, c'est un personnage des contes populaires allemands de Scherer, qui est la cause un peu de toutes les maladresses des enfants. La cruche qui se casse, l'enfant qui dégringole des escaliers, et puis chez Benjamin, l'éditeur qui fait faillite au moment où il est à peu près assuré d'un contrat financier. C'est un peu toute la vie de Benjamin qui lui permet d'une certaine manière d'écrire son œuvre. Et là, on voit bien d'ailleurs son identification à Kafka, qui est sans doute le personnage littéraire le plus proche de lui, puisqu'il cite à un moment donné, à propos de Kafka, la beauté, la clarté, la luminosité de l'échec. L'importance de l'enfance chez Benjamin, de l'enfant, est incroyable. Quand, par exemple, il parle justement du geste de l'enfant d'attraper la lune comme une balle, le geste n'est pas vain malgré les apparences, il a un élan du cœur et de l'esprit. Ça, pour moi, psychanalyste, c'est incroyablement parlant. Hein. Et ça correspond à ce que dit Hannah Arendt, de sa capacité de donner poétiquement le monde. Si des gens se déplacent dans les musées pour voir une œuvre originale, c'est qu'il se passe quelque chose entre l'œuvre et celui qui la regarde. Il y a une communication, il y a une émotion. Oui, il y a une émotion du fait de la présence physique de l'œuvre qui a été réalisée par un humain avec ses mains, avec ses outils. Donc on voit la trace. Et il m'arrive souvent que je vais dans des musées de toucher sans qu'on me voie, ou très peu, tu vois, de dire regarde, Picasso, Rembrandt a mis son pinceau là, et je fais même ça, je dis là, il y a la trace du pinceau, je mets la main et je fais le même geste que lui. Mais ça, c'est fondamental et c'est extraordinaire. Hein, tu vois. On rentre dans un sujet qui est énorme, c'est qu'il y a comment on dit, je ne veux pas dire un déballage, mais une profusion d'images, tu vois, d'actualités qui vont très vite et qui ne concentrant pas le spectateur sur une œuvre qui visuellement pose question, rentre dans l'actualité de tous les jours, tu vois. Et donc on fait perdre quelque chose, on fait perdre un événement, là, tu vois. Voilà, pour peu ce qui se passe. Et donc on rentre dans une espèce de virtualité qui devient une façon de vivre. Et maintenant, on n'est plus seulement dans la reproductibilité, on est la diffusion de l'image à tel point que sa visibilité fait preuve de réel. Et on noie entièrement le monde
actuelle, dans la certitude que le réel est produit dans les images, mais comme il y a une massification des images, on ne distingue plus les importances de ce qui se passe, tu vois, et une image devient réelle que si elle est reproduite à répétition pendant, c'est donc ce que disait Deleuze, à répétition pendant un temps infini, et ça fait, comme on dit, ça fait preuve. Je ne sais pas si Walter Benjamin, il redoutait des nouvelles technologies. À l'époque, c'était la photographie, mais en général, de nouvelles technologies. Mais plutôt, il se posait des questions plutôt dialectiques sur quel effet elles ont, cette technologie, sur notre expérience de la perception humaine, notre expérience de la vie vécue. Je pense que c'était pas noir et blanc, mais il y avait des nuances. Et ces nuances sont importantes aujourd'hui parce que on voit bien qu'on ne peut pas démoniser les nouvelles technologies, mais qu'il faut être attentif. Tout ce que Benjamin, ou presque tout, ce que Benjamin a préconisé, a dit, a réfléchi, c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'il parlait de la photographie à l'époque, parce que c'était le moment de l'éclosion des images reproductibles. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement la reproductibilité, il y a aussi cette sorte de reconstitution de la réalité et des réalités parallèles presque, que nos ados, nos enfants, ils commencent déjà à vivre beaucoup plus que d'autres expériences de la vie. Je ne parle pas seulement de devenir flâneur, mais il y a des expériences qui sont remplacées par les écrans. Et je pense qu'aujourd'hui, nos étudiants, qui sont tous entre 20 et 30 ans, ils ont déjà cette expérience. Et s'il y a quelque chose que Benjamin peut nous apporter, à part toute cette réflexion sur qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces images, c'est comment on peut résister à ces images sans les tuer. C'est-à-dire quels sont les éléments de résistance qu'on pourrait constituer, reconstituer, construire ensemble pour que ces images ne prennent pas notre conscience de vie et notre vie vécue. Nos personnages croisent une colle de vendangeurs. Donc il y a un geste amoureux, il tombe amoureux de Paris, très jeune, il arrive à Paris en 1913 de mémoire, premier voyage, et il va pas cesser de revenir à Paris jusqu'à ne pas pouvoir vivre ailleurs qu'à Paris. On connaît bien l'histoire de cette idée que il part trop tard, et pourquoi il part trop tard de Paris? Parce qu'il ne peut pas vivre sans cette ville. Donc, encore une fois, je ne dirais pas qu'il fait un livre sur Paris, Paris s'empare de lui et lui donne cette espèce de boussole qui consiste à penser la modernité à partir d'une ville et penser cette ville à partir des passages. Nous avons la chance d'être
dans un lieu chargé d'aura, passage Vivienne, donc un passage parisien, et il faut redire au fond ce que c'est qu'un passage. Un passage, c'est pas juste une galerie commerçante, un passage, c'est une trouée dans un pâté de maison dont les propriétaires se réunissent pour construire une rue d'intérieur. Qu'est-ce qui l'intéresse dans les passages ? Un monde en soi, une espèce de concrétisation, de cristallisation de la société, dans son côté le plus glamour, le commerce, le luxe, le chic, mais aussi la prostitution, les jeux, les mafias, les marlous. Parce qu'il y avait ça à Paris. C'est-à-dire que là, c'est évidemment devenu assez chic. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, il y avait toute la société. Toute la société concrétisée, rassemblée dans une espèce de micro-monde. Et donc, il en arrive à cette conclusion que si on veut comprendre la modernité, il faut en passer par Paris et par cet endroit extrêmement singulier que sont les passages. D'ailleurs, à propos de Paris, il a cet aphorisme « Paris est une bibliothèque que traverse la Seine ». Si on prend au sérieux cette phrase, ça nous oblige à véritablement se comporter en flâneur. Il faut prendre la rue et considérer la rue comme un livre. La vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'il avait vraiment un projet de livre ? Je sais que c'est paradoxal de penser ça, mais si on reprend la vie de Benjamin, il a écrit 3 livres de son vivant, publiés. Le premier, c'est sa thèse sur le romantisme allemand. Et ce texte a brûlé, parce que le stock de livres a tout simplement brûlé. Le deuxième livre, c'est le drame baroque allemand, le Trauerspiel, qui lui a brûlé, dans un autre contexte, en 1933, avec tous les écrits juifs détruits par le nazisme qui s'installe. Le troisième livre, c'est Sens unique, et ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un livre. Sens unique n'est pas un livre. C'est justement l'explosion même du livre. C'est une espèce d'incroyable geste de dynamitage de la logique même du système. Il ne faut pas oublier qu'on s'adresse à Kant, à Hegel, et on règle un compte. Le 19e l'a déjà fait, Marx, Nietzsche, bien sûr, Freud. Mais je dirais que Benjamin va beaucoup plus loin en ceci qu'il en finit avec la logique du système, donc du livre. Donc je ne pense vraiment pas que le livre des passages aurait jamais produit le moindre livre, au sens où je ne crois absolument pas qu'il est non terminé et qu'il aurait pu le terminer, qu'il aurait trouvé une stratégie pour... Je ne pense absolument pas ça. Je pense le livre des passages comme un livre infini, un livre ouvert, un livre qui, aujourd'hui encore, réalise de très nombreux livres. Par exemple, j'ai travaillé sur le petit alias sur la mode, et si on prend simplement ces 12 pages, il y a 5 livres qui peuvent s'écrire. C'est-à-dire, c'est véritablement une nouvelle manière de penser la relation de l'auteur au lecteur. Le lecteur vraiment fabrique le livre, le lecteur est auteur du livre. Donc, je pense qu'il nous a légué une nouvelle manière de penser qu'est-ce qui pourrait venir après le livre, après le système. Le système étant pour lui un monde de mort. Au départ, cette première montée ne devait être qu'une reconnaissance. Benjamin est très fatigué. Pour autant, il s'accroche à sa lourde sacoche. Arrivé là-haut, il refuse de redescendre et décide de passer la nuit dans la montagne, malgré les arguments de Lisa Fitko qui essaye de l'en dissuader. Il est entendu qu'elle reviendra le retrouver le lendemain pour continuer la route vers l'Espagne. Dans ses songes, il se remémore l'exil des républicains espagnols qui empruntèrent ce chemin en sens inverse 1 an auparavant pour fuir le franquisme. Yo sé que me lo sustentan. Aunque ahora se escondan, anden ocultas cosas y gentes que al mundo no nacieron más que para la alegría. Allí están mis marineros, aguardando.
mis costas de sol y verdes rumores largos de vides y de pinos, aguardando. Allí, azules, mis salinas, mi pueblo, mis pueblos blancos, aunque clavados ahora con 3 clavos, aguardando. Allí me están aguardando, allí me esperan, mordiéndose lo que un día saltará de nuevo al viento, cantando alegre y feliz, cantando. Mi cabeza será blanca y mi corazón tendrá blancos también los cabellos el día que pase el mar. Quand on lit Walter Benjamin et ses thèses, il faut faire attention au sens du mot prophète. Parce que la prophétie, en langage courant, on peut se dire que c'est prédire l'avenir. Et là, on fait un contresens. Walter Benjamin le dit d'ailleurs dans ses thèses, en citant la tradition juive, ce qui est dit dans la Torah, dans l'Ancien Testament, qui est qu'on n'a pas le droit de prédire l'avenir. Car si l'homme prédit l'avenir, il se met à la place de Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait quand le Messie va arriver. Donc si l'homme prédit l'avenir, eh bien, il prétend qu'il sait quand le Messie arrivera. Alors quel est le Messie de Benjamin et que veut dire son idée de prophète? C'est que, au fond, le Messie, c'est l'événement, c'est l'inattendu, c'est l'imprévu. Et que cet événement, cet inattendu, en fait, c'est la mémoire, l'actualité, le présent des vaincus qui vient bousculer l'ordre des vainqueurs. Donc la leçon de Benjamin, c'est cette idée de veiller, et en ce sens, son image de l'ange de Paul Klee, c'est la vigilance de l'ange de l'histoire qui, au fond, sait qu'un jour ou l'autre, les vaincus feront surgir la vitalité de leur mémoire, de leur lutte, de leurs espérances contre l'ordre mort des vainqueurs. Walter Benjamin n'a pas pu dialoguer avec Antonio Gramsci, mais au fond, ces deux intellectuels, l'un en prison sous le fascisme italien, qui va mourir dans les années 30, et l'autre qui va donc mourir en septembre 40, ces deux intellectuels ont des œuvres qui aujourd'hui résonnent très profondément, et d'ailleurs avec des références françaises qui peuvent étonner, y compris Charles Péguy, y compris ce moment des sursauts, des batailles fondatrices sur le moment où il faut tenir tous les bouts, il faut dire la vérité, gueuler la vérité, même si elle dérange. Je dis ça parce qu'il y a une fulgurance d'Antonio Gramsci qui fait totalement écho aux propos de Walter Benjamin. Il dit, au fond, les périodes de transition, ce sont des moments où il y a un vieux monde qui est en train de mourir et qui est condamné. Il sait qu'il va mourir, mais il ne veut pas mourir. Il veut survivre, il veut profiter, il veut continuer ses prédations, ses oppressions et tout. Donc il s'accroche. Et plus il s'accroche, plus il est méchant. Et puis de l'autre côté, il y a un nouveau monde qui essaye de surgir, qui est parfois piétiné, écrasé, défait, battu. Mais les pousses sont là et on le voit bien. Il y a en permanence des surgissements. Donc ces moments de transition, ce qu'on appelle une crise, c'est ce moment où le vieux monde est en train de mourir et ne veut pas de mourir et où le nouveau monde tarde à naître et à s'imposer. Et là, Gramsci a cette fulgurance, il dit, dans cet entre-deux surgissent les monstres. Ils y étaient dans les années 30. Nous y sommes à nouveau. Et comme disait Benjamin, la catastrophe n'est pas devant nous, elle est déjà là. C'est que tout continue comme avant. Comme toujours, et c'est ce que nous raconte Benjamin, la mémoire, quand il parle des vaincus, c'est la mémoire des marges. C'est la mémoire de ceux qui n'écrivent pas l'histoire, parce que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Donc on va lire l'histoire des vainqueurs. Mais il y a toute une histoire qui est pleine de traces, pleine de bribes, pleine de textes oubliés, et c'est celle-là qui va créer du futur.
Le chemin Benjamin, et c'est pour ça que j'aime bien employer cette expression qui correspond à ce chemin qui traverse les Pyrénées et qui a été son dernier parcours de vie jusqu'à Portbou, de Banyuls à Portbou. Le chemin Walter Benjamin, c'est cette idée qu'il y a une trace. Il y a une trace. Et la trace, qui est à la fois une marque et à la fois une trace qui permet d'avancer, eh bien c'est là qu'on invente un chemin d'émancipation, un chemin de libération qui secoue le manteau de poussière de toutes les dominations. Spartacus gagne toujours. Il est vaincu, il meurt sur la croix, mais on se souvient de lui et on ne se souvient pas des généraux romains qui l'ont crucifié. Nul hasard si celle qui peut-être fait le plus écho parmi les personnages politiques du XXe siècle à ce que représente la pensée de Benjamin, de Gramsci, je pense à Rosa Luxembourg, si au fond c'est ce mot Spartacus qui lui est venu pour donner une nouvelle identité politique au cœur de ce qui allait inaugurer la catastrophe européenne qui était la Première Guerre mondiale. Lisa Fitko rejoint Walter Benjamin avec Madame Gurland et son fils, puis les laisse descendre vers Portbou, qui est la frontière franco-espagnole. Ils souhaitent tous continuer en direction du Portugal pour de là gagner les États-Unis. Walter Benjamin possède un billet de bateau Lisbonne, États-Unis, mais il n'a pas l'autorisation de sortie du territoire français que délivre le gouvernement de Vichy. Il n'est donc pas autorisé à rester en Espagne. Il sera remis dès le lendemain aux autorités françaises, donc à la Gestapo. Son ange vient de le lâcher. Benjamin s'était préparé à cette éventualité. Il connaît la suite. La fin du voyage se précise. Dans une situation sans issue, je n'ai pas d'autre choix que d'en finir. C'est dans un petit village des Pyrénées, où personne ne me connaît, que ma vie va s'achever. Je vous prie de transmettre mes pensées à mon ami Adorno et de lui expliquer la situation où je me suis vu placé. Il ne me reste pas assez de temps pour écrire toutes ces lettres que j'eusse voulu écrire. J'ai une relation très forte avec ce lieu, de toute façon, hein, parce que c'est quand même une grande figure qui a fini ses jours ici. Et puis le mémorial, mais ce n'était pas d'emblée. À la fin des années 80, quand j'ai appris qu'il y avait le projet d'un mémorial sur ce lieu-là, j'étais très sceptique et même un peu scandalisée.
J'étais très très d'accord avec Hannah Arendt, qui était venue quelques mois après la mort de Benjamin ici, et qui avait dit que c'était un des lieux les plus beaux qu'elle ait vus au monde. Et je suis tout à fait d'accord avec elle, et j'ai passé beaucoup de temps ici, dans ces lieux, un peu pour faire des recherches, mais aussi pour être près de mon voisin, Walter Benjamin. Et voilà, donc je trouvais un mémorial funéraire dans ce lieu, ça ne pouvait que être dangereux pour ce lieu, ça pouvait que gâcher ce lieu. Donc j'ai été contactée par les organisateurs de derrière, il y avait le président allemand Richard von Weizsäcker, et je connaissais surtout pas non plus du tout Danny Caravan, l'artiste qui a réalisé l'œuvre. Je ne suis pas venue. J'avais trop peur de la destruction de mon lieu que j'affectionne vraiment beaucoup. Je suis allée pas mal de temps après seulement, quelques mois après, et je me suis arrêtée là-haut à la frontière, assez angoissée, en me disant bon, je vais me préparer, je vais essayer de voir de loin, on voit bien le lieu, je vais voir la gueule que ça a de loin, et j'ai rien vu de là-haut. Ça m'a étonnée, et puis je me suis dit bon, peut-être finalement c'était assez discret. Et bon, je suis arrivée ici, et là, je peux vous dire que je me suis carrément effondrée. Parce que j'ai vu ce triangle, là, déjà, ça dialogue directement, complètement avec le paysage, avec ces éléments, cet acier rouillé. Il n'y a pas du tout quelque chose qui aurait défiguré le lieu. Je suis donc descendue dans ce tunnel que Danny Caravan a dirigé vers un tourbillon d'eau. Et descendre cet escalier, et avec toute la connaissance qu'on a de ce fin tragique de Benjamin. Et j'ai compris tout de suite que Danny Caravan, il avait complètement médité ce lieu. Parce que ce n'est pas le seul, il y a quelques petits points derrière qui marquent sa méditation de ce lieu. Et il y a aucun texte, il n'y a aucune illustration. C'est extrêmement minimaliste et il y a tout. Il y a Walter Benjamin, le personnage, pour moi, je crois que tout le monde qui connaît, qui fréquente un peu Walter Benjamin, le retrouve ici. Il y a sa fin tragique, bien sûr. Il y a quelque chose qui se passe aussi quand on remonte l'escalier, on a le ciel. Feeling the town, it's moving around anytime. I don't hear the bombs, I don't see the blood anymore. I'm lost in the weed, I'm lost in the scene every day. I'm lost in my dream, I'm lost in Berlin anyway. I don't miss my home and I no longer find the words. I don't feel the pain and I no longer feel the same. Un jour, le crépuscule se lèvera à nouveau. La nuit tombera des étoiles. Nous serons allongés, les membres disloqués, dans le proche, dans le lointain. Dans les ténèbres retentiront de douces petites mélodies. Écoutons bien, perdons nos habitudes.
brisons enfin les rangs. Voix lointaine, chagrin proche, la voix de ces morts que nous avons envoyés comme messagers pour nous guider vers le sommeil. Hannah Arendt, 1940. Efface la ville et tout à coup vient le plaisir. Et dans cette rue, la puissance magique de cette fleur me paralyse. Sa flamme tout entière m'hypnotise.